On se retrouve après une discussion passionnante sur les étapes qui conduisent à Shamatha. Donc en gros, déjà, pourquoi est-ce que ça pourrait être pratique? Ça avec les numéros, hein, avec Oui. Avec la légende. Oui. Oui, c'est vrai que ça aide. Donc ça avec la légende, pourquoi ça peut aider? C'est mieux de savoir où on va. C'est mieux de savoir où on va. Et de savoir où on est. Et de savoir où on est. Pourquoi? Savoir où on se repère par rapport aux étapes. Et en quoi ça me sert? Moi, je pourrais me dire, bah ouais, en fait, ça décrit juste que ce que je suis en train de vivre, mais bon, est-ce que ça me sert vraiment? Un exemple. De voir sa progression. De voir sa progression. C'est juste pour se dire, ouais, j'en suis au niveau 6. C'est un peu comme un jeu, en fait, il y a des niveaux à débloquer. Il y a un boss de fin de niveau, c'est ça? Ça permet de garder une certaine humilité aussi. Parce que... Bah, je sais pas là, hein, pour le coup, hein, parce que si... Moi, je suis en niveau 6. Est-ce que ça sert juste à nous dire, ben moi, j'en suis au niveau 4, j'en suis au niveau... T'en es où, toi? T'es quel niveau, toi? Moi, je trouve que je suis au niveau -1. Pour rester motivé, peut-être, se donner peut-être des Ouais. disciplines aussi. Alors, ce qui est vrai pour ce que tu dis, mais moi, si c'était que ça, je dirais, bon, c'est pas trop pratique quand même. Hein. Si ça vient juste nous permettre de définir, ouais, voilà où j'en suis, c'est pas vraiment ce que j'entends par être pratique. Non, mais pardon. Non, vas-y. Ce que je trouve amusant au début, c'est qu'il y a l'énorme éléphant qui représente l'esprit, qui est mené par un tout petit singe qui est l'agitation. Donc ça Ouais. que l'éléphant qui peut faire énormément de dégâts, qui est très important, il se laisse mener par un petit animal un peu fou. Ouais. Visuellement, c'est pas mal. Alors l'exemple de l'éléphant, c'est parce qu'à l'époque de Bouddha, il n'y avait pas de voiture ou d'avion. Peut-être qu'il aurait pris ça si c'était le cas. Pourquoi un éléphant? Parce que c'est lourd. C'est fort. C'est fort. Ouais. Et puis il y en avait peut-être beaucoup là-bas. Quand c'est vrai. C'est vrai, il n'y avait pas trop de pingouins. Ils n'ont pas pu prendre les pingouins. Non, mais ils l'ont pris pour une raison, c'est que quand c'est non dompté, ça peut être très violent. Et que c'est très puissant quand c'est dompté. Donc c'est vraiment une bonne analogie de l'esprit. Il y a un sutra qui dit qu'il n'y a rien de plus inflexible que l'esprit quand il n'est pas dompté, et rien de plus flexible que l'esprit quand il est dompté. Et c'est vrai, quand on est pétri de perturbations mentales, l'esprit peut être très violent, très destructeur, et il n'y a rien qui soit aussi bénéfique que l'esprit quand il est dompté. Donc c'est pour ça que l'éléphant a été pris comme vraiment un bon exemple. Ok, donc qui d'autre sur le fait que ça puisse être pratique, autrement que pour nous faire penser, ben voilà, j'en suis à ce niveau-là. Pas partir dans une mauvaise direction quand on médite, parce que si on a un peu en tête le chemin, Ouais. on va être plus à même justement d'aller vers ce chemin-là et pas prendre une bifurcation qui serait erronée. D'accord, ok. Oui. Quand on pêche, quand on n'arrive pas à se concentrer, à bien méditer, et que ensuite on arrive à mettre des mots sur pourquoi on n'a pas forcément réussi en fait. Est-ce Oui. que c'était plus la corde ou plus le crochet Oui, ça permet de diagnostiquer aussi les problèmes. C'est que s'il nous manque, par exemple, si le feu de départ, en fait, on ne met pas du tout de feu, ben on peut, au bout d'un moment, se dire, ben voilà, ça manque je donne pas d'élan à ma méditation. Donc là, on peut diagnostiquer pourquoi il y a un feu important au départ et qui diminue ensuite. C'est l'aspect de la peine, de l'effort. Mais là, pour le coup, c'est pas l'effort joyeux, ça. C'est l'effort de, faut que je me, mais c'est pas l'attention non plus. Il faut trouver le juste milieu. Qui d'autre sur le fait que ce puisse être pratique, ce dessin? Il y a les symboles, là, le miroir, les cymbales, ça représente aussi nos désirs, ou je sais pas, non? Ça présente les objets des sens. Ouais. En fait, c'est l'objet des distractions qu'on doit laisser un peu passer, en fait. Comme les pensées qu'on doit laisser passer, on doit laisser passer ça. En quoi est-ce que c'est... Oui, Isabelle? Moi, je trouve que c'est rassurant parce que c'est une espèce de fil conducteur. Et je trouve que c'est rassurant parce que c'est quelque chose qui est commun à tous les gens qui méditent. Et je me dis, on est tous un peu comme si on traversait l'océan, un truc, je sais pas,
autour du monde envoyé tout seul, et on va tous rencontrer les mêmes écueils, et du coup, je sais pas, le fait de savoir que ça fait comme une espèce d'union et d'universalité dans la pratique peut-être. Alors toutes les traditions ne partagent pas ce diagramme, mais je pense que toutes les traditions, c'est comme si on disait pour aller à la gare du Nord, je vais te dire, tu prends la route à gauche, je lui donne un nom, tu passes à gauche, et je vais donner des directions qui sont uniques, mais tu peux aussi aller à la gare du Nord par la même route, sauf que au lieu de te donner les directions gauche-droite, je te donne le nom des rues par exemple. Donc formellement c'est différent, mais je pense que toutes les absorptions méditatives qui conduisent, enfin qui sont de la nature de shamatha, ont besoin des mêmes leviers mis en place dans l'esprit. C'est juste qu'on ne coupe pas le gâteau de la même manière dans d'autres traditions. On ne l'explique pas forcément de la même manière, mais le résultat est le même. Pourquoi est-ce que c'est pratique? Parce qu'en fait, quand moi j'étudiais ce texte au monastère de Nalanda, on a étudié ça pendant assez longtemps et on ne voyait pas vraiment l'aspect pratique. On voyait ça descriptif de ces yogis qui sont très évolués, qui font ça toute leur vie, mais on ne voyait pas vraiment l'aspect pratique, on voyait juste l'aspect descriptif. L'aspect pratique, il est très important à essayer de saisir, parce que sinon on ne vient pas utiliser ça comme une méthode. Tous les enseignements du Bouddha et tous les enseignements qu'on retrouve dans le texte de Lama Tsongkhapa sont destinés à être mis en pratique. Si on les voit comme simplement descriptifs, c'est qu'on n'a pas vraiment saisi l'intérêt. Donc, alors on va peut-être regarder en détail, et puis peut-être que ça nous viendra plus facilement. Il y a jusqu'à la grotte, en haut à gauche, où il y a une personne qui est assise à côté d'un éléphant. Il y a 9 éléphants jusque-là, qui correspondent aux 9 étapes qui conduisent à shamatha. Et il y a des plateaux. L'éléphant, d'abord, il tourne à gauche, ensuite, il revient dans l'autre sens, mais il monte. Ces plateaux, c'est les différentes forces qu'on vient organiser dans l'esprit. Mais commençons par le départ. En fait, une raison pour laquelle c'est pratique, c'est que c'est un peu comme quand on pilote un avion. Comme quand on pilote un avion, ce qu'on fait au départ, on ne le fait pas nécessairement au milieu et on ne le fait pas nécessairement à la fin. Les instructions qui sont valables avant de décoller ne sont pas nécessairement les instructions qui sont valables quand on est déjà dans l'air. Et voilà une raison pour laquelle ça, c'est pratique, c'est que ce n'est pas tout à fait linéaire. En ce sens qu'il y a des choses qu'on fait au départ qu'on ne fait pas ensuite et des choses qu'on ne fait pas ensuite qu'on fait au départ. Ça, c'est, je pense, si vous pouvez vous en souvenir de ça, parce que ça doit justifier votre enthousiasme pour essayer de l'apprendre, ça, et quasi de le mémoriser. Quand on apprend à conduire une voiture, après 100 heures de conduite de voiture, on n'est pas en train de se dire la vitesse, la 5e vitesse, c'est où? Je ne sais plus comment on met le contact. C'est des choses qu'on mémorise naturellement. Et là, c'est un peu plus dur parce que ça touche à des choses qui sont immatérielles dans notre esprit, qui sont des leviers intérieurs, mais on est encouragé, si on veut être sérieux à propos de la pratique de shamatha, de mémoriser les étapes. Parce que ça devient automatique au bout d'un moment, il y a un automatisme qui se fait, on sait exactement où on en est, on sait quoi faire à quel moment, et on vient conduire l'esprit à l'équilibre méditatif. Donc on va parler étape par étape, et là je vais continuer la présentation du texte, du Lamrim. Le premier placement, il s'appelle le placement mental, qui nécessite de retirer votre attention des objets extérieurs et de le diriger à l'intérieur sur l'objet de méditation. Donc ça c'est tout simple en fait. La première étape, c'est simplement de venir focaliser l'esprit et de rester avec l'esprit sans distraction grossière. Il est dit dans un de vos petits formulaires, pendant au moins 1 minute 30.
si on a atteint 1 minute 30, on peut dire qu'on a développé le premier placement. Ce n'est pas extraordinairement difficile, hein. Sur le souffle, encore moins peut-être. 1 minute 30. D'ailleurs, dans ce fichier, là, vous verrez qu'il y a les durées, mais elles sont vraiment très indicatives et ne vous y fiez pas vraiment. D'ailleurs, je suis en train de vérifier si les 4 minutes et 5 minutes, c'est vraiment correct. Donc là, c'est assez simple, hein, le premier pouvoir. Là, on court après l'éléphant, on essaie de mettre en place la corde de la pleine conscience et le crochet de la vigilance, ce qui était utilisé à l'époque quand on capturait des éléphants. Je suis en train de me former un peu à l'histoire du dressage des éléphants en Inde pour comprendre exactement pourquoi ça leur est venu de prendre cette analogie. Alors, évidemment, c'est une analogie qui peut être prise comme un peu brutale, quand on sait surtout ce que ça implique de dresser un éléphant. Mais bon, c'est pas parce qu'on prend une analogie qu'on partage la pratique. Ça, c'est important. Bouddha a pris l'exemple de boucher parfois, il ne partageait pas du tout la pratique. Mais c'était juste très parlant de prendre l'éléphant. Donc quand on capturait l'éléphant, on les prenait jeunes, et il passait plusieurs mois, plusieurs années même, parce qu'avant qu'un éléphant soit même de travailler, ça vit 60, 80 ans un éléphant, hein. Il passait plusieurs années à le casser mentalement. C'est-à-dire il le mettait dans des barrières et il le maintenait à un poteau pour qu'il ne bouge plus, pour qu'il apprenne à être approché par des hommes. Et la première chose à faire, avant de commencer à lui mettre des crochets, parce que c'est le crochet qui lui faisait se souvenir des instructions, on plaçait un crochet à diverses parties du corps qui devait enfoncer une pointe à des endroits assez douloureux. Ça, on le faisait uniquement lorsqu'on avait déjà suffisamment dressé l'éléphant avec la corde attachée à un poteau. Et c'était des énormes poteaux, parce que les éléphants sont très très puissants quand même. Donc la première chose à faire, c'était de l'accrocher l'éléphant. D'où l'exemple de la pleine conscience. Accrocher l'éléphant au poteau de l'objet de méditation. Dans la première étape, le premier éléphant, la plupart du temps, on est distrait. Pendant la session de méditation, la plupart du temps, on est distrait. Et par contre, on arrive quand même à maintenir à certains moments l'objet pendant la durée, 1 minute 30 à peu près. Dans lequel on a encore peut-être plein de distractions, mais elles ne sont pas des distractions grossières. Si on a atteint ça, ça veut dire qu'on a atteint le premier placement. Le deuxième placement, il s'appelle le placement continu. On commence à avoir une impression de continuité. Et je lis Lama Tsongkhapa, votre attention qui était initialement dirigée sur l'objet de méditation ne s'égare pas ailleurs, mais est ramenée et placée continuellement sur l'objet de méditation. L'ornement du Sutra Mahayana dit « sa continuité n'est pas distraite ». Donc là, on fait l'expérience d'un début de placement. On vient d'une continuité dans le placement. Donc là, c'est en fait un peu plus que le départ. Ça peut être 1 minute 45, 2 minutes. On commence à être sans distraction grossière. Mais la plupart du temps, on est quand même emporté par nos pensées. Et ça diminue. Ça diminue. Troisième, c'est le placement rapiécé. Je lis Tsongkhapa. Si votre attention est emportée par l'oubli et la distraction sur des objets extérieurs, vous reconnaissez cela et fixez votre attention encore sur l'objet de méditation. L'ornement du Mahayana Sutra dit « Rapidement vous reconnaissez les distractions et votre attention est rapiécée sur l'objet. » En fait, il se passe quelque chose dans le troisième placement qui est singulier par rapport au précédent, c'est la vitesse avec laquelle on sait qu'on est distrait, complètement. C'est-à-dire que là, la pleine conscience, elle vient se raffiner un peu, et la vigilance aussi. Avant, on pouvait passer beaucoup de temps à être complètement distrait,
Et là, ça commence à devenir beaucoup plus rapide. On arrive à déterminer la distraction grossière beaucoup plus facilement. On en est ici. Là, la corde a été placée autour du cou de l'éléphant, ce qui montre que là, on est plus souvent concentré que distrait. Numéro 3, oui. Et l'éléphant, il court plus, il commence à regarder derrière lui. Il est plus complètement égaré. Numéro 3, 13. 13 Ben, je sais pas, là, c'est... Parce qu'au numéro 3... Ah non, mais Mais non, c'est le troisième éléphant. c'est le troisième éléphant. Ah, 13, je me suis dit, mais il est où le placement 13? D'accord, oui, oui, ça correspond à 13, 14, 15 sur votre... ok, c'est pas le numéro 3 de la légende. Ok. Ah, 2, 3, d'accord. Alors ensuite, il y a le placement proche, le placement étroit. Et Kamalashila, dans son première étape de la méditation, commente avec les états précédents, mentaux, vous reconnaissez la distraction et l'éliminez. Avec cet état mental, vous avez éliminé la distraction et avec effort, vous placez votre attention sur l'objet de méditation. Et Ratnakara Shanti, dans l'instruction La perfection de la sagesse, dit que votre attention, qui est de nature ouverte, est rapportée de manière répétée et raffinée, établissant une stabilité plus grande. Alors ici, la caractéristique de ce placement-là, c'est qu'on n'a plus de distraction grossière. C'est-à-dire on ne perd plus complètement l'objet. Tant que la pleine conscience est fixée sur l'objet de méditation, on ne perd plus l'objet. Là, le pouvoir de la pleine conscience a été accompli. Il a été parfait. La pleine conscience, elle est parfaite. On n'oublie plus l'objet. Dès qu'on veut se fixer sur l'objet, on peut, mais ça n'empêche pas qu'on ait encore plein de distractions moyennes, celles qui ne nous font pas complètement perdre l'objet. Vous voyez que c'est graduel. Hein. C'est pas... Tout disparaît au départ, et puis on voit que c'est... On élimine d'abord les plus grossières, puis après les plus subtiles. Excuse-moi, quand on dit on perd pas l'objet, c'est pendant quelle durée? Est-ce qu'il y a une durée? Parce que par exemple, 3 heures. Je suis en pleine négociation avec ça. Parce qu'il y a écrit 4 minutes. Ouais, mais je l'ai entendu d'un guéché, ça, 4 minutes. Mais je suis en contact avec Eva Natania, qui est la directrice du Centre des recherches contemplatives aux États-Unis, qui m'a fait me souvenir qu'Alan Wallace, qui est celui qui gère ce Centre des recherches contemplatives, lui dit que c'est plutôt 45 minutes. Plutôt que 4 minutes? Ouais. Ah, c'est pas pareil. Mais j'ai demandé à un guéché avant-hier sur la durée, et la durée n'est pas indiquée dans les textes. Déjà parce qu'il n'y avait pas de montre, et en plus parce que ce n'est pas leur caractéristique. Il ne faut pas essayer de se prendre au jeu de la durée. Parce que si on se prend au jeu de la durée, on finit par essayer de vouloir à tout prix la durée au détriment de la qualité. Et ces placements ne sont pas déterminés par la durée. Ils sont déterminés par l'état mental de ce qui se passe dans notre esprit. Même si, je pense qu'au niveau 4, quand même, on arrive à être assez longtemps sur l'objet. Et je pense qu'il y a une caractéristique individuelle où chacun a peut-être une petite différence. Mais bon, si je reste 3 secondes sur l'objet, ce n'est pas le placement 4, ça c'est sûr. Oh, ça y est, je l'ai. Allez, 5, c'est quoi 5? Suivant. Je tamponne ma carte de fidélité. Parce qu'au placement 4, on a l'impression de ne plus perdre l'objet. Et l'effort diminue. C'est-à-dire qu'en fait, on est posé en méditation. L'effort est moins élevé qu'au départ et on ne perd plus l'objet.
il reste que des distractions moyennes et subtiles. Donc on a vraiment cette impression-là et ça dure assez longtemps quand même. Donc là, dans les 4 étapes, pourquoi ce dessin il est pratique? Parce que ce que vous ne voyez pas vraiment, mais qui est quand même inclus dans la légende, c'est que le premier pouvoir, il est atteint grâce à la force de l'écoute. C'est-à-dire qu'en somme, si vous aviez simplement les instructions comme je vous les ai présentées ce matin, à certains moments, vous pourriez atteindre le niveau 4, le niveau 1. C'est-à-dire que en sachant ce que c'est la vigilance, en sachant ce que c'est la pleine conscience, en sachant organiser votre effort, vous pourriez peut-être atteindre le niveau 1 grâce au pouvoir de l'écoute. Le deuxième pouvoir, le deuxième éléphant, il est atteint grâce au pouvoir de la réflexion. C'est-à-dire qu'en comprenant vraiment votre objet de méditation et en revenant sur lui encore et encore, vous pouvez atteindre le niveau 2. Mais après, ça ne suffit pas. Après, il faut commencer à venir activer la pleine conscience. Le pouvoir 3 et 4 sont accomplis grâce au pouvoir de la pleine conscience, et le pouvoir de la pleine conscience, il est accompli, c'est-à-dire qu'il a trouvé sa maturité au niveau 4. Si je ne perds plus l'objet, la pleine conscience, elle peut peut-être encore se développer, mais elle est stable. Je ne perds plus l'objet, je ne l'oublie plus. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir maintenant engager comme levier? Le pouvoir de la vigilance. Au niveau 5, c'est le pouvoir de la vigilance. Dites-moi si vous avez des questions. De toute façon, vous aurez accès à ces enregistrements, vous pourrez réécouter un peu si ça... Oui. Est-ce qu'il y a des cas où on envisage d'avoir deux objets? Parce que par exemple, dans certaines méditations, on nous fait voir penser une lumière et en même temps le souffle, ou on compte en même temps le souffle, enfin, disons deux choses. Parce que là, tu vois, c'est un peu... Mais ça reste un package, ça reste un objet. Non, c'est deux choses différentes. Tonglen, par exemple, c'est le souffle et la méditation sur la compassion et la bienveillance en même temps. Donc c'est différent. Mais ça peut être à l'intérieur, c'est le même objet. Ah d'accord, donc ça c'est considéré comme un objet d'avoir deux choses, mais qu'on les regarde en même niveau. Un objet est toujours composé. Ah oui. Mon souffle, il est composé de l'inspire, de l'expire. Une image de Bouddha, elle est composée d'un bras, d'une jambe, de 2 yeux. Tu peux trouver un package pareil pour ça. Le souffle et la visualisation, ou le souffle et l'amour et la compassion, par exemple. Ça reste un objet. Ça reste un pack. Donc à la limite, tu pourrais avoir 6 objets, si tu avais vraiment une tête énorme, dire j'ai 6 objets en... Mais ça n'en fait plus qu'un. Oui, ça n'en fait plus qu'un. Il faut que tu trouves l'unicité de l'objet. Oui, parce que si tu passes de l'un à l'autre, en fait, Voilà, tu... en même temps. Ouais. 6 en même temps, d'accord. Quelqu'un d'autre? Bien, oui, depuis tout à l'heure, depuis les vues avant, même le début, quand tu parlais de linéaire, moi je ne sais pas si j'ai mal compris ou mal entendu, mais pour moi ce chemin n'est pas linéaire parce qu'il y a sans arrêt des retours en arrière, des retours sur des capacités à reprendre une méditation comme si j'avais quitté la veille la méditation là où j'en étais. Je ne suis pas du tout en mesure de revenir au même. D'accord, ok. Je repars à zéro souvent. Oui. Oui, c'est un peu ça. Mais parfois, il y a un moment aussi où tu atteins le niveau 4 et tu ne le perds plus. C'est-à-dire que tu commences ta méditation, tu es direct au niveau 4. Et plus ça va, plus tu ne le perds pas en plus. Plus tu acquiers de force mentale, moins tu as de tendance à perdre ce que tu as cultivé. Quand tu acquiers le calme mental, par exemple, étape 9, après l'étape 9, c'est difficile de le perdre après. Parce que tu as vraiment entraîné ton esprit. Mais comme les premières étapes, mais c'est pareil comme quand tu commences à dresser un animal. Les premières étapes, elles sont facilement oubliées, et puis il y a quand même quelque chose qui s'installe, bah ouais, qui est plus difficile à perdre après. Donc il y a vraiment un tournant à partir du niveau 4 où on ne perd plus l'objet de méditation. Qu'est-ce que c'est le lapin là sur le dos? La torpeur subtile. Torpeur subtile. Torpeur subtile, c'est quoi? On ne sait pas, on se demande aussi.
Pourquoi il vient seulement le lapin? Il était où avant? C'est un lièvre. C'est un lièvre. Mais il était au numéro 14. Bon, on ne va pas couvrir tout le diagramme parce que c'est quand même très riche, hein, je ne vais pas non plus vous noyer complètement. Le but, c'était quand même de parler du lamrim et de ce que présente le lamrim, en priorité sur ce qui est dans le dessin. Si ça vous intéresse, dans les retraites de Shammata, on en parle de ça, mais nous déjà, si on peut déjà comprendre les 4 premières étapes, c'est pas mal. Les autres, ça reste pour le pouvoir de l'inspiration, nous dire comment graduellement, étape par étape, j'arrive à créer une absorption méditative. Donc là, je vais l'accélérer un peu, mais je vais essayer quand même de vous le présenter pour que ça... Une question par rapport à la torpeur. Attends, je vais juste... la torpeur subtile, Oui. on va y revenir à ça. Je vais en parler. Ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'au départ, il y a beaucoup d'efforts. Et en fait, il y a un remplacement dans l'esprit entre l'effort qui est de l'ordre de la peine et l'enthousiasme qui n'est pas du tout dans la peine. À partir du niveau 4, je ne perds plus l'objet de méditation. Je suis sur le souffle, ou je suis sur une visualisation, ou la création d'une émotion, et je me focalise là-dessus. Mais maintenant, le problème, c'est que je vais avoir tendance à un peu me relâcher. C'est-à-dire que je suis assez focalisé, mais il y a une sorte de mollesse qui empêche l'intensité de la clarté mentale. Parce que j'ai sans doute resté une demi-heure, 3/4 d'heure, focalisé comme ça, et il y a un petit qui peut conduire, si c'est trop poussé, à du relâchement, enfin de la léthargie ou du sommeil. Donc là, il va falloir dynamiser l'esprit. Comment on dynamise l'esprit? Notre vigilance, qui regardait jusqu'à présent les distractions grossières, elle va commencer à regarder les bienfaits de la méditation. Regardez que dans mon esprit, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'avidité, il y a d'observer la paix mentale, d'observer que mon esprit commence à être... j'ai mon esprit sur le bout des doigts. C'est pas qu'il y a une latence entre moi qui essaie de me concentrer et ce qui se passe vraiment. J'ai l'impression que mon esprit est souple, je peux en faire un peu ce que j'en veux. Je commence à avoir des prémices de ce qui va être beaucoup plus présent après, mais d'observer ça, c'est déjà très, très bénéfique de se dire « Waouh, mon esprit, je peux commencer à... Il est souple, il est malléable. » D'observer le bien-être qu'on ressent aussi, mentalement. Ça vient, à mesure qu'on l'observe, s'installer un peu plus dans la méditation et ça vient redynamiser l'esprit. Donc le lapin, c'est le danger du relâchement subtil. Et le danger du relâchement subtil, il est surtout là au niveau 5. Donc là, on vient observer les bienfaits de la concentration et je lis le texte. Ça s'appelle l'apprivoisement. Et je trouve ce terme très bien choisi, parce qu'une fois que l'éléphant a été complètement attaché et il ne bouge plus du poteau, on va commencer à l'apprivoiser. Et pour l'apprivoiser, quand on veut dresser un chien, on lui donne des croquettes, des petites croquettes, où on lui fait, il y a les cliquets aussi, qu'il associe immédiatement à une forme de récompense. Là, le moyen d'offrir une croquette à l'esprit, c'est de regarder ce qui se passe simplement, de l'observer, d'observer que ça nous fait du bien. Et ça fait une grosse croquette à l'esprit. Et l'éléphant, là, il se dit, ok, je commence à voir. Il y a aussi toute une école de dressage positif aussi. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est de dresser des chiens ou des animaux avec quelque chose qui est beaucoup plus positif sur la récompense. Et pour les éléphants, ils essaient de faire pareil, même si, en fait, un éléphant, ce n'est pas une espèce domestique du tout. Donc, ce n'est pas une espèce qui n'est pas apprivoisable de la même manière qu'un chien, par exemple. Donc, là, on vient apprivoiser l'esprit en observant les qualités de la concentration. Ça vient générer énormément d'intensité mentale. Cette intensité mentale, elle est mise au service de la vigilance qui va pouvoir reconnaître des micro-mouvements de l'esprit. Au départ, on reconnaît les distractions grossières,
Mais là, comme on est en joie, on fait le job. On commence à reconnaître le surgissement microscopique de l'excitation dans l'esprit. Et l'étape prochaine, l'étape 6, la pacification, là on vient vraiment pacifier l'esprit. Là, le problème, c'est l'excitation. Donc l'étape 5, apprivoisement, observant les avantages de la concentration, votre esprit a de la joie dans la concentration. L'ornement du Sutra Mahayana dit, parce que vous voyez les avantages, votre esprit est apprivoisé dans la concentration. Le niveau des Shravaka commente que si votre esprit est distrait par les apparences des 5 objets des sens et ainsi de suite, des poisons que sont l'hostilité, l'avidité et l'ignorance, etc., vous regardez ces objets comme étant désavantageux dès le départ et vous ne vous laissez pas distraire par eux. Donc là, on voit les bienfaits de la concentration et on commence en temps réel à se dire non, c'est distraction, je ne me laisse pas avoir. Ensuite, le niveau 6, pacification. Regardant la distraction comme une faute, on dissout l'absence d'intérêt pour la concentration. Donc là, ce qu'on a fait pour les qualités, on le fait pour les défauts. Ce que je vous ai dit ce matin. Et là, au niveau 6, on a parfait le pouvoir de la vigilance. C'est-à-dire que la pleine conscience totalement assise. La vigilance, elle peut reconnaître les micro-surgissements dans l'esprit, des micro-mouvements. Et là, comme on a vu les qualités de la concentration et qu'on a aussi reconnu les fautes de la distraction, eh bien on génère pour la première fois l'effort joyeux par le pouvoir de la concentration. Donc là, il y a la réaction en chaise qui se met en œuvre. On peut rester beaucoup plus longtemps dans la concentration et on atteint le niveau 7 qui est la pacification complète. Donc là, on pacifie le sommeil, la léthargie, la mélancolie qui est une forme de toutes les sensations désagréables qu'on perçoit dans le corps et l'esprit. Il n'y en a plus. On vient les pacifier, ces choses-là. On ne ressent plus de douleur physique, on ne ressent plus de « oh, j'ai plus envie de méditer » ou « c'est pas très agréable cette méditation » ou « c'est chiant le souffle », ça n'arrive plus à ce niveau-là. On n'est que dans la joie et l'intensité mentale. La pacification complète, le texte de poursuivre, cela implique une pacification fine des surgissements d'avidité, de sensations, de ressentis déplaisants, de léthargie, de sommeil. Dès que l'avidité, la mélancolie, etc. Surgissent, ils sont pacifiés. Au niveau 8, on a presque terminé, tenez bon. Au niveau 8, attention en un point. Et là, c'est la dernière fois qu'on va faire un peu on met un peu de peine. Et on met juste un peu de peine au départ de la méditation, et toute la méditation ensuite, elle est complètement sans effort. Mais elle est dans la joie. Elle est complètement sans effort. Et là, on peut rester 4-6 heures en équilibre méditatif. Là, il n'y a plus de relâchement, il n'y a plus d'excitation, plus de sommeil, plus de léthargie, etc. Le texte, cela implique d'effectuer un peu d'effort pour que votre esprit s'engage sur l'objet de manière sans effort, comme on peut dire spontanée, fluide. Et ça, c'est l'attention en un point. C'est-à-dire que là, on établit comme un tunnel de méditation où il n'y a plus du tout de perturbation.
là, on a parfait le pouvoir de l'effort joyeux. La concentration est complètement dans la joie, dans l'intensité, dans la vigueur mentale, plus du tout de relâchement, plus du tout d'excitation. Et on peut rester des heures comme ça, et on atteint le niveau 9. Là, il n'y a même plus besoin de faire un petit effort au départ. Immédiatement, on n'a plus besoin d'appliquer des antidotes au relâchement, l'excitation. Il n'y a plus besoin de se dire oh, il faut que je mette un peu d'intensité ou que je relâche un peu d'intensité. On est complètement dans une forme d'équanimité dès le départ. C'est le placement équilibré. Est-ce que vous avez des questions en chemin? Quelle est la durée pour faire tout le cycle selon différentes situations? Quelle est la durée ça va de combien de temps à combien de temps pour le chemin? Combien de temps il va me falloir, moi, François, pour atteindre Shamatha? Pour quelqu'un de très impliqué. J'en ai pas la moindre idée. Mais il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de moyenne. Si on n'a pas l'environnement adéquat, de toute façon, on peut passer 100 ans, on n'y arrivera pas. Il y a des taux pour des environnements adéquats, c'est-à-dire une environnement paisible, Alors, de guerre, etc. déjà, si on arrive au niveau 3-4, c'est déjà super dans sa vie quand même. Qui peut se dire, j'arrive à méditer 3 quarts d'heure sans aucune distraction? Parce que là, croyez-moi, il y a quand même une grosse transformation dans notre vie quand on en est au niveau 4. Donc ça, c'est déjà le premier point. Deuxième point, il est souvent dit que pour celui qui a atteint l'environnement extérieur et intérieur adéquat et qui connaît bien la feuille de route, en retraite, on peut estimer à 6 mois, de retraite de 6 mois pour atteindre le shamatha. Mais il y a plein de gens qui font... Moi, j'ai fait 6 mois de retraite solitaire, je n'ai pas atteint shamatha, par exemple. Il n'y a pas de... Si tu n'as pas atteint Ekoro, tu sais que tu l'as fait parce que tu... Ah bah... Parce que c'est le bordel dans ma tête. Non, mais... Hein? Le critère, c'est que les perturbations mentales reviennent, c'est ça le critère? Ah bah, il y a plein d'autres critères. Alors, voilà ce qui se passe une fois qu'on atteint le niveau 9. On va en parler maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand on atteint shamatha? Parce que là, niveau 9, on n'a pas encore atteint. Il y a encore une petite cerise sur le gâteau qui doit arriver. On commence à avoir des présages d'atteindre shamatha. Là, on peut rester 12 heures sans problème au niveau 9. Mais on n'a pas encore atteint shamatha. Pour atteindre shamatha, il faut qu'on ait ce qu'on appelle des signaux, des signes précurseurs. Signe précurseur, c'est une espèce de lourdeur au niveau du crâne. Alors, en retraite, ça m'est arrivé que des gens... François, je sens un petit peu de lourdeur là. Est-ce que j'ai atteint le calme mental? Non, ils ne me disent pas ça. Non. Parce que quand on connaît le cahier des charges, en général, on ne peut plus dire moi, je pense que j'ai atteint le calme mental. J'arrive à me 5 minutes quand je marche dans la rue. Je me sens un peu en paix. Je pense que c'est... non, c'est pas vraiment... C'est un peu plus expert que ça. Mais shamatha, en fait... Parce que l'esprit et les énergies subtiles à l'intérieur du corps sont corrélées, quand on équilibre l'esprit, on vient équilibrer les énergies subtiles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a plus mal quand on médite. C'est-à-dire que la douleur physique est liée à une certaine désorganisation de nos émotions. D'ailleurs, dans la médecine chinoise et la médecine tibétaine, les émotions et les maladies sont assez corrélées. Donc, on équilibre les énergies à l'intérieur du corps et il y a une telle réorganisation des énergies à l'intérieur du corps que il me semble avoir entendu que partout elles sont organisées sauf au niveau de la tête. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que le corps est assez souple, mais pas la tête, pas le sommet de la tête. C'est pour ça qu'on sent une espèce de lourdeur, parfois comme si
venez poser une main chaude sur le sommet du crâne. Ça, c'est un signe précurseur, mais on n'a pas encore atteint shamatha. Ce qui va être déterminant, c'est qu'on commence à ressentir la souplesse physique et la souplesse mentale. Qu'est-ce que c'est la souplesse physique et la souplesse mentale? Souplesse. C'est une disponibilité du corps et de l'esprit occasionnée par la séparation du continuum d'états corporels et cognitifs défavorables. Sa fonction est d'éliminer tous les obscurcissements. Alors, en somme, c'est la souplesse physique, l'inverse de la souplesse physique, c'est « Oh, j'ai envie de méditer, mais je suis mieux comme ça. » En fait, il y a quelque chose à l'intérieur du corps qui n'a pas vraiment envie qu'on médite. Comme si on était mieux dans un canapé en train de faire autre chose, par exemple. Ça, c'est un manque de souplesse. On voudrait faire des activités vertueuses ou bénéfiques pour les autres, mais « Oh non, je sens, je suis mieux au chaud à l'intérieur. » Ça, c'est un exemple d'un manque de souplesse. Notre corps n'est pas vraiment disponible pour nous qui voudrions faire des choses pour nous et pour les autres. On ne l'a pas vraiment sur le bout des doigts, le corps. Il y a une espèce de lourdeur. Oh, j'ai envie de méditer, mais cette position-là, ça, c'est un manque de souplesse physique. Alors, ce n'est pas de pouvoir mettre sa jambe derrière la tête, hein, mais c'est d'avoir comme un voile qui se lève, comme un obscurcissement qui se lève. C'est ça la souplesse physique. Et la souplesse mentale, c'est je peux utiliser mon esprit pour cultiver quelque vertu que ce soit, quelque émotion bénéfique que ce soit. Et à l'inverse, le manque de souplesse, c'est la méditation sur la bienveillance, j'ai déjà fait 3 fois cette semaine. Est-ce qu'on va encore méditer là? Est-ce que François il a dit qu'on finissait à 17h45? Mais peut-être qu'il va dire 17h30 après. Parce que j'ai remarqué que parfois il changeait un peu d'avis. Non, je ne cite pas, c'est toute allusion à une personne présente ici est complètement fortuite. Hein. Non, vraiment, sérieusement. Ça peut être le résultat de « Ah ouais, je voudrais bien faire des méditations, j'aimerais bien avoir de la bienveillance pour tous les gens que je croise, mais je pense que je ferai quand je serai en retraite, je pense que je vais vraiment m'y mettre, je crois. » Là, je vais être en vacances, je vais vraiment avoir le temps. Là, ce n'est pas vraiment le moment pour méditer. Hein. Mais ça, c'est un manque de souplesse. C'est-à-dire qu'on n'a pas notre esprit à disposition pour cultiver les choses. Quand on a la souplesse mentale, quand on développe shamatha avec une image visualisée, comme un mandala par exemple, qui est une représentation en 2 dimensions d'un palais en 3 dimensions, on peut visualiser quasiment tout l'intérieur du mandala, avec plusieurs étages, avec des ronds concentriques, avec toutes sortes de représentations de Bouddha à l'intérieur, dans le temps qu'il faut pour faire un claquement de doigts. C'est comme un monde en rêve. Ça aide souvent de se remémorer que quand on rêve, on arrive à quand même créer un monde mentalement, sans effort. Quand on rêve, on n'est pas en train de se dire « Ah, je voudrais qu'il y ait la station de ski là, et les montagnes, mais je ne les vois pas trop. » Tout est là quand on rêve. C'est complètement sans effort quand on rêve la possibilité de l'esprit à construire un monde. Donc l'esprit a cette possibilité-là, sauf que là on ne le fait pas dans la période endormie. On arrive à générer ça dans la période éveillée et avec encore plus de clarté et beaucoup plus de stabilité. Et comme si on était lucide dans les rêves, en plus on arrive à choisir le contenu. Donc on arrive à faire ça de manière spontanée. On veut avoir l'impression qu'il y a toute une immensité d'êtres en face de nous qu'on aide physiquement, on peut l'imaginer exactement comme s'ils étaient devant nous. Ça ne fait presque pas de différence entre imaginer et que ces choses aient vraiment lieu devant nous. Donc là, l'esprit, c'est ça la souplesse. C'est qu'on arrive à diriger son esprit vers quelque objet vertueux que ce soit. Et ça, c'est une super qualité quand même. Hein. Parce qu'on voit tellement de films sur les
les Marvel et les Spider-Man et les... Mais là, quand on arrive à découvrir ça dans l'esprit, c'est quasiment le même pouvoir. C'est de... Moi, je trouve ça assez... Oui. Il y a toujours des perturbations mentales dans les étapes. Non. Alors, passé le niveau 8, il n'y a plus de perturbation mentale. Ça veut dire qu'elles sont... Enfin, parce que normalement, quand il y a... Elles sont non manifestes. D'accord, mais elles sont pas... Parce que la personne n'a pas éteint le... Non. Elle s'est pas libérée. Elles ne s'est pas libérées. Elles n'ont pas été coupées à la racine. Elles peuvent ressurgir, mais elles ne sont plus du tout manifestes. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont été remplacées par l'attention, par la souplesse. Et la souplesse, c'est un facteur mental complètement constructif qui ne permet pas, au même moment, d'avoir des perturbations mentales. Et comment t'expliques qu'au niveau 9, il y a toujours un petit manque de souplesse? Parce qu'on pourrait imaginer quand même que s'il n'y a plus de perturbation mentale, des niveaux 8, il y a une souplesse parfaite. Non? Je pense que ce n'est pas complètement scellé au niveau 9, mais c'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment comment y répondre d'ailleurs. C'est scellé, je pense que c'est beaucoup plus puissant. On vient fermer la porte et peut-être que le niveau 9, on met double tour, on ferme à double tour. Peut-être quelque chose comme ça, mais c'est une bonne question. Donc c'est ça la souplesse. Donc on a le présage de cette souplesse à travers physiquement quelque chose, et ensuite on a la souplesse grossière de l'esprit, la souplesse de l'esprit, où l'esprit on a l'impression qu'on peut... Ensuite la souplesse physique, on a l'impression que physiquement on peut faire tout ce qu'on veut avec notre propre corps, et ça vient générer en nous la double félicité. Maintenant c'est l'extase qui arrive. L'extase physique d'abord, et ensuite l'extase mentale. C'est-à-dire, extase physique, c'est une sensation dans le corps qu'aucune expérience sensorielle dans notre vie ne peut atteindre. Même je sais pas, même l'orgasme, même, je sais pas ce qu'il y a comme un super gâteau au citron. C'est quand même pas bon. Gâteau au citron, pour le coup, il dure pas longtemps. Il n'est pas très stable, le gâteau au citron. Hein. Passer le moment où il fait 3 secondes dans la bouche, il faut en reprendre un bout. C'est dramatique, ça. Il faut que ça passe, en fait, pour que ça ait du goût. Terrible, ça, le gâteau au citron. Moi, c'est une grande souffrance pour moi. Non, mais quand on y pense, en plus... C'est dramatique. La nourriture, c'est dramatique. La place que ça prend dans l'esprit, quand c'est dans l'assiette, on en veut, on ne l'a pas. Quand c'est dans la bouche, il faut qu'on le décompose. Et une fois que c'est décomposé, ça ne ressemble plus trop à rien. D'ailleurs, on a envie que ça passe parce que c'est... Et c'est fini. Et après, on n'en parle pas ce que ça devient, mais c'est quand même... Là, pour le coup, ce n'est pas un plaisir qui est très pérenne. Là, c'est une forme d'extase qui peut durer 24 heures. Donc ça, c'est l'extase mentale et physique. Et ensuite, ces choses... Toutes ces étapes juste pour 24 heures? Ouais, c'est pas... Non. Ah ben c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il y a une fin, quoi, du coup. Une fois que les C'est pas... étapes sont passées. Ouais, on commence. Non, mais c'est... Bon, déjà, et d'une, là, on parle de quelque chose qu'on n'a pas rencontré. Mais t'en parles bien. Ouais, mais on ne l'a pas rencontré, donc c'est difficile de savoir. Mais c'est le départ de quelque chose, quand même. Il ne faut pas le prendre comme une arrivée. Hein. C'est le point de départ de quelque chose. Hein. Il y a les 24 heures, mais après, on peut y retourner. Enfin, Non, c'est fini. C'est un one-shot. C'est fini après, tu as coché ta case, tu peux montrer aux autres que tu as atteint le calme mental, mais voilà, tu redeviens complètement distraite et il faut tout reprendre de le départ. une fois que tu as l'étape 9 et que tu as atteint le calme mental, tu peux y retourner aussi facilement ou pas?
Je sens le désespoir dans tes yeux. Oui, bien sûr. Voilà, après, c'est quelque chose que tu maîtrises. Oui, c'est quelque chose que tu maîtrises. En fait, tu as équilibré ton esprit, donc tu es beaucoup plus heureux pour cette vie, tout simplement. Non, mais en fait, une personne qui atteint l'éveil, je ne sais pas s'il y en a actuellement sur Terre, mais admettons. Alors, à l'éveil, c'est encore un petit peu plus au-dessus. Ça, c'est la base pour l'éveil. Hein. Et oui, parce que l'éveil, c'est en permanence, je suis Éveillé. Et je suis... Alors, procédons par étapes. L'éveil, là, c'est pas le sujet. L'éveil, c'est ce qu'on fait après, une fois que, en fait, c'est l'éléphant avec l'épée, là, plutôt. Ce qui va pouvoir permettre de développer l'éveil. Nous, ce qu'on veut, c'est déjà maîtriser l'esprit et les bienfaits qu'on peut ressentir. Donc, une fois qu'on a la double souplesse, c'est un peu comme la première fois qu'on goûte un super gâteau. On est un peu waouh. Et là, on est dans le waouh, 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 mais c'est indescriptible. Et ça, cette expérience, elle va doucement se calmer quand même. Elle va doucement se calmer et elle va devenir comme une ombre. Là, c'est ce qu'on appelle la souplesse et la félicité comme une ombre. Et là, par contre, au moment où on sent ce waouh, waouh, on est un petit peu presque distrait de notre objet de méditation. Mais cette expérience va se calmer doucement et là, on peut dire qu'on atteint shamatha. On est totalement absorbé. Et sur cette base-là, quoi que tu essaies de comprendre ou quelque objet sur lequel tu souhaites diriger ton esprit, ça va être une explosion dans ton esprit. Une explosion de connaissances, une explosion de savoir, une explosion de sagesse. Parce que c'est l'équivalent entre une petite vidéo VHS que tu regardes sur une mini-télé, les moniteurs en noir et blanc, et un film en 4K sur un écran géant, quoi. C'est un peu le... Oui. Pendant l'état méditatif. Oui, pendant l'état méditatif. Et ensuite, on va conserver quand même beaucoup de ça dans la vie de tous les jours. Ah bah oui, oui, énormément. Mais... Alors, une fois qu'on a atteint le calme mental, On peut dire à ce moment-là que ça ne redescend plus, et du coup on est en méditation permanente, puisqu'on est toujours dans un état second. on n'est plus en absorption méditative, mais on est dans un état méditatif. Permanent, finalement. Ouais, et on peut dire qu'on peut transformer le sommeil en état méditatif aussi. C'est-à-dire que alors là, les rêves lucides, il n'y a plus du tout de problème. Hein. On arrive à développer une lucidité dans le sommeil aussi. Ce qui est présenté, il y a toute une méthode dans le bouddhisme tibétain pour se servir du temps du sommeil. Pour là, je joue plus au flipper ou je suis pris dans des rêves presque inutiles. Là, je peux faire comme si j'étais des êtres, multiplier mes corps pour aider les êtres, la souffrance, pour la diminuer. Rencontrer des maîtres, recevoir des enseignements, y a toute une collection de choses que je peux faire dans les rêves. Donc là, on transforme les rêves en méditation, en état méditatif. Donc comment sait-on quels sont les signes associés avec shamatha, avec l'accomplissement de shamatha? On atteint une portion de ces 4 éléments. Le premier, c'est que votre esprit appartient au niveau de la forme. Je ne vais pas le développer. On acquiert la souplesse mentale et physique et l'esprit
focaliser en un point. On peut purifier les perturbations mentales je dirais que ça, pareil. Il y en a un peu plus dans la traduction, mais je ne veux pas trop en dire. Une fois que l'esprit est établi à l'intérieur, l'équilibre méditatif et physique et la souplesse mentale et physique surgissent facilement. C'est-à-dire qu'on ressent cette souplesse physique et mentale aussi en dehors de la méditation. Pour la plupart, les 5 obstructions, comme l'avidité, n'apparaissent plus. Et ça, c'est pour la vie de tous les jours aussi. Plus de doute afflictif, plus de léthargie et de sommeil, plus d'excitation et de regret, plus d'avidité, plus de malveillance. Non. Les bienfaits sont perceptibles dans la vie de tous les jours. Là, bon, moi, si je m'imaginais avoir un esprit sans ces 5 là, bah oui, évidemment que je sais que je serais heureux parce que c'est les producteurs de souffrance, ces éléments-là. On appelle ça les 5 empêchements. L'avidité, la malveillance, l'excitation et le regret, la léthargie et le sommeil et le doute afflictif. Le doute, c'est de jamais savoir vraiment ce qu'on veut faire. Ah, mais j'hésite entre ça et ça, je ne suis pas tout à fait sûr, est-ce qu'il faut que je fasse ça ou pas? Oui, mais ça c'est... Le doute peut être bénéfique, hein. Ce n'est pas du tout le doute bénéfique qu'on remet en question. Le doute qui nous permet de poser des questions, ça il est bénéfique. Mais le doute qui est sans arrêt en train de remettre en question les choses qu'on a acquises, par exemple, ça peut être une illustration du doute afflictif. Donc ça n'opère plus du tout après la méditation. Dans l'avidité, il y a quoi dans l'avidité? Ça veut dire aussi trop manger? Ça veut dire aussi juste... L'avidité, c'est un facteur mental qui exagère les qualités de quelque chose, qui élimine dans notre esprit les défauts, qui veut absolument le posséder, par exemple. Comme une paire de chaussures? Une paire de chaussures, un iPhone 15, ou... C'est pas le problème de l'attachement ne vient pas de l'objet, vient de la manière dont on le perçoit. D'accord, je comprends. L'iPhone 15, ce n'est pas un objet d'attachement. Facebook, ce n'est pas un objet d'attachement, mais c'est souvent un objet d'attachement quand même. Mais ça vient du côté de l'esprit qui l'exagère. Oui, je vois tout à fait. Ça, c'est l'avidité. C'est une perturbation mentale parce que ça vient tronquer la réalité de l'objet, générer en nous un besoin insatiable de le posséder, d'exagérer ce que cet objet peut nous apporter aussi, et de vouloir l'acquérir. Donc ça n'existe plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus du tout envie de rien dans la vie. Non, on a envie de choses qui existent, tout simplement. L'aspiration est bénéfique, d'avoir un souffle vers quelque chose qui est bénéfique, d'avoir le souhait de se libérer, d'avoir le souhait que les êtres autour de nous cessent de souffrir, c'est des aspirations, mais ce n'est pas une forme d'avidité. Parce qu'il n'y a pas une exagération derrière. C'est la différence entre l'aspiration et l'avidité. Donc plus d'avidité dans son esprit, pour aucun objet que ce soit. Ça peut vouloir dire renoncer à quelque chose parce que, par exemple, ne pas acheter 6 verres parce qu'on en a déjà 20 à la maison. C'est ça, ça peut être ça. Mais c'est pas renoncer, c'est plus en avoir envie, tout simplement. C'est pas nécessairement renoncer, mais ça conduira à renoncer de toute façon. Si on n'était plus aussi fortement poussé par l'avidité, il y a plein de choses dans notre vie qu'on ne ferait plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de manger une glace au chocolat en vacances, par exemple. Le problème, c'est l'avidité, ce n'est pas les objets. C'est l'esprit derrière.
Mais quand on transforme l'esprit, on transforme aussi notre comportement. Donc il y a plein de choses qu'on ne fera plus. Mais on se portera sur des choses qui sont peut-être plus essentielles. On est inclus ici dans ce qu'il est présenté comme étant le plan d'existence du désir. Et on voit l'importance du désir dans notre civilisation quand même. Il suffit d'allumer le Instagram, toute la fast fashion maintenant, c'est les habits qu'on doit avoir, qu'on doit renouveler tous les 6 mois, ça devient complètement ahurissant. Là, le désir est porté à l'image de soi sur les réseaux sociaux. Enfin bref, on comprend qu'on soit vraiment dans ce qui est présenté comme étant le royaume, le plan d'existence du désir. Et quand on atteint shamatha, on change de catégorie. Notre esprit est plus inclus dans le plan d'existence du désir, il est inclus dans le plan d'existence de la forme. Mais ça, c'est un petit peu complexe et je ne suis même pas sûr, moi, totalement comprendre ce que ça veut dire. Donc, je ne vais pas vous tromper.